guéris-moi et je te donne ma fortune, déclara le millionnaire. Le fils de la gouvernante pria et tout changea. Le bruit du téléphone portable s'écrasant contre la pierre de Bourgogne de la terrasse résonna comme un coup de feu dans l'immense solitude du domaine de Montaigu. L'écran de dernière génération vola en éclats, éparpillant des cristaux scintillants sur le sol, mais ce désastre matériel n'était rien comparé à ce qui venait de se briser à l'intérieur de Jean-Pierre de Montaigu. Qu'ils soient maudits. Maudits soient-ils tous avec leurs titres et leurs blouses blanches. Hurla-t-il d'une voix née dans les entrailles de sa frustration, pour finir noyé dans un sanglot sec et râpeux, de ceux qui brûlent la gorge. Jean-Pierre frappa avec rage les accoudoirs de son fauteuil roulant. Ce n'était pas un fauteuil ordinaire, c'était un modèle en fibre de carbone, de conception allemande, valant ce qu'une famille moyenne mettrait 5 ans à gagner. Mais pour lui, en cet instant, ce n'était rien de plus qu'une prison de luxe, un trône de fer forgé dans le malheur. Il venait de raccrocher avec le spécialiste de Zurich, le 5e neurologue ce mois-ci. Et le verdict avait été le même qu'à Houston, le même qu'à Tokyo, irréversible. Sa fortune, cette montagne d'argent qui croissait chaque seconde grâce à son empire pharmaceutique, ne servait pas à acheter la seule chose qu'il désirait, sentir à nouveau ses jambes. Le jardin face à lui offrait un spectacle d'une beauté insultante, des roses importées de Grasse, des taillées avec une précision millimétrique, une fontaine en pierre ancienne. Tout était parfait, vivant et vibrant. Tout, sauf lui. Le soleil de l'après-midi tombait, doré, sur son costume bleu sur mesure, impeccable, sans le moindre faux pli, couvrant un corps qui semblait mort de la taille aux pieds. « J'ai tout et je n'ai rien », murmura-t-il en laissant tomber sa tête entre ses mains. Des larmes brûlantes, chargées de colère, commencèrent à mouiller ses doigts. Il était l'image vivante de la défaite, l'homme le plus puissant de la région, réduit à un enfant effrayé et furieux dans un corps qui ne répondait plus. C'est alors qu'il entendit le craquement. Ce n'était pas le bruit d'un jardinier. Jean-Pierre avait formellement interdit au personnel d'approcher lorsqu'il sombrait dans ces moments sombres. C'était un craquement doux, hésitant, comme celui d'un petit animal perdu. Jean-Pierre leva les yeux, rouge et gonflé, s'attendant à voir un chien errant sur lequel décharger sa furie en hurlant. Mais ce n'était pas un chien. D'entre les massifs d'hortensia bleus émergea une silhouette minuscule. C'était un enfant, il ne devait pas avoir plus de 3 ans. Ses cheveux blonds étaient en bataille, pleins de feuilles sèches et de terre. Il portait un t-shirt qui avait dû être blanc autrefois, désormais grisâtre et taché de boue, et un short trop grand pour lui, retenu par une simple cordelette. Ses pieds étaient nus, sales, aux ongles mal coupés. Il était l'antithèse parfaite de tout ce qui entourait Jean-Pierre. C'était la pauvreté, la saleté, le chaos envahissant son sanctuaire d'ordre et de richesse. Jean-Pierre cligna des yeux, incrédule. Comment ce petit mendiant était-il entré dans sa forteresse? Où était la sécurité? La colère commença à bouillonner dans sa poitrine, prête à exploser en un cri qui appellerait les gardes pour sortir ce rat de son jardin. Mais l'enfant ne s'arrêta pas. Avec une innocence frôlant l'imprudence, le petit marcha directement vers le fauteuil roulant. Il n'y avait aucune peur dans ses grands yeux couleur miel, seulement une curiosité profonde et une étrange compassion que Jean-Pierre n'avait vue dans le regard d'aucun adulte depuis des années. L'enfant s'arrêta juste à côté de la roue droite, leva sa petite main crasseuse et, avec une délicatesse extrême, toucha le genou du pantalon en tissu italien de Jean-Pierre. Là, où les nerfs étaient morts, Jean-Pierre sentit la pression visuelle du contact, bien que sa peau n'enregistrât pas le toucher. « Que fais-tu » cracha Jean-Pierre, sa voix chargée de venin. « Enlève tes mains sales de là. Dégage. » L'enfant ne bougea pas, ne s'effraya pas, il inclina la tête sur le côté, observant les larmes qui coulaient encore sur les joues du vieux milliardaire. « Bobo » demanda l'enfant d'une voix fluette, pointant les jambes immobiles de Jean-Pierre. « Tu as mal » La question fut si simple, si désarmante, que Jean-Pierre sentit un nœud se former dans son estomac. Personne ne lui demandait s'il avait mal. On l'interrogeait sur ses actions, ses investissements, son testament, mais personne ne l'interrogeait sur la douleur. Un rire amer, presque hystérique, s'échappa des lèvres du milliardaire. Il regarda l'enfant avec mépris, déversant sur lui toute la frustration du diagnostic médical qu'il venait de recevoir. « Si j'ai mal ?» Jean-Pierre se pencha en avant, le visage tordu par une grimace de douleur et de sarcasme cruel. « Regarde-moi bien, petit va-nu-pied. J'ai tout l'argent du monde. Je pourrais acheter ta vie,
celle de ta famille et tout ton misérable village avec ce que j'ai dans ma poche, mais mes jambes sont mortes. Mortes. L'enfant gardait la main sur le genou, caressant le tissu doux. Jean-Pierre, dans un accès de désespoir théâtral, écarta les bras, englobant le manoir, les voitures de luxe garées au fond, le jardin infini. « Regarde. Tout ça ne sert à rien. » cria Jean-Pierre, fixant l'enfant dans les yeux avec une intensité fébrile. « Toi, qui n'as même pas de chaussures, tu crois que tu peux faire quelque chose? Vas-y. Si tu es si courageux, fais ce que les meilleurs médecins de Suisse n'ont pas pu faire. » Jean-Pierre saisit la petite main sale de l'enfant et l'appuya contre son genou avec force, par défi, brisant la barrière entre son monde stérile et la saleté du petit. « Guéris-moi. » brama Jean-Pierre, la voix brisée par les pleurs, une supplique déguisée en insulte. « Guéris-moi et je te donne ma fortune. Je te donne cette maison. Je te donne mes millions. Je te donne tout. Fais-moi juste marcher, peu importe comment. » Le cri retentit dans le jardin. Le vent sembla s'arrêter. Au loin, derrière les grandes baies vitrées de la cuisine, une silhouette féminine laissa tomber un plateau en argent, et le fracas du métal contre le sol annonça que le secret était sur le point d'être dévoilé. Mais dans le jardin, l'enfant ne pleura pas face aux cris du vieil homme. Il ferma simplement les yeux, serra le genou du milliardaire à deux mains et, avec le sérieux d'un chirurgien expert, commença à chuchoter quelque chose d'inaudible, étranger à la fureur de l'homme et à la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Quelques minutes avant cette rencontre dans le jardin, à l'intérieur du domaine de Montaigu, l'air semblait lourd, presque irrespirable. La maison ne sentait pas le foyer, elle sentait la cire pour parquet, la lavande synthétique et la peur. La peur était le parfum que tous les employés portaient imprégné dans la peau. Chloé Valois, une jeune femme de 26 ans, d'une beauté naturelle que son uniforme de domestique tentait de dissimuler sans succès, marchait précipitamment dans le couloir de service. Elle portait des gants de caoutchouc jaune et serrait contre sa poitrine un petit paquet enveloppé dans des serviettes en tissu. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que l'écho ne s'entende dans les salons vides. Chloé, la voix du majordome, Monsieur Bernard, la figea sur place. Elle se tourna lentement, cachant le paquet derrière son dos. Bernard était un homme sévère qui avait adopté la froideur de son patron comme mécanisme de survie. « Oui, Monsieur Bernard, » répondit-elle en baissant les yeux. Le patron est dans un de ses jours noirs. Il vient de recevoir des nouvelles d'Europe. Tu connais la règle, silence absolu. Si une mouche vole près de son oreille, je veux que tu la tues avant qu'elle ne bourdonne. Compris? Oui, monsieur. Silence absolu. Bernard plissa les yeux, l'observant avec suspicion. J'ai remarqué qu'il manque de la nourriture dans le garde-manger. Du pain, un peu de fromage, des fruits, des petites choses, mais je compte tout. J'espère que tu ne voles pas. Tu sais que monsieur de Montaigu ne pardonne pas aux voleurs? Il te dénoncerait à la police avant de te renvoyer. Chloé sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Jamais je ne volerai, monsieur. Peut-être. Peut-être ai-je eu faim et mangé un peu plus que de raison. Je le déduirai de ton salaire. Bernard renifla et poursuivit son chemin. Chloé attendit qu'il disparaisse et courut vers la porte arrière qui donnait sur la zone ancienne de la propriété, loin du jardin principal où le patron avait l'habitude de se tenir. Sa destination était l'ancienne dépendance en pierre du jardinier, une structure mi-abandonnée cachée derrière des chênes centenaires que personne ne prenait la peine d'élaguer. Là, dans la pénombre humide, se trouvait sa vie entière, son secret. Chloé ouvrit la porte avec précaution, la faisant à peine grincer. « Enzo » chuchota TL. Personne ne répondit. L'intérieur de la dépendance était déprimant. Il y avait un vieux matelas au sol couvert de couvertures que Chloé avait sauvé des ordures, quelques jouets fabriqués avec des bouteilles en plastique et des bâtons, et une obscurité perpétuelle pour éviter d'être vu. « Enzo, mon amour, j'ai apporté à manger. J'ai réussi à avoir un morceau de tourte à la viande qui restait d'eux. » Chloé s'arrêta. Le matelas était vide. La porte arrière de la dépendance, celle qui donnait accès aux broussailles connectant au jardin principal, était entr'ouverte. La panique la frappa avec la force d'une massue. Enzo, son fils de 3 ans, connaissait les règles. Ils appelaient cela « jouer à la cachette éternelle ». Il savait qu'il ne pouvait pas sortir. Il savait que le seigneur ogre vivait dans le grand château et que s'il les voyait,
il les jetterait à la rue où il n'y avait ni toit ni nourriture. Chloé était veuve. Elle était seule au monde et ce travail, malgré la cruauté de Jean-Pierre, était la seule chose qui maintenait son fils nourri. Enzo, siffletait-elle en sortant par l'arrière, s'écorchant les bras aux branches sèches. Le désespoir d'une mère est un radar puissant. Chloé suivit les petites empreintes dans la boue fraîche. Les traces s'éloignaient de la sécurité de l'ombre et se dirigeaient dangereusement vers la zone immaculée, le jardin principal. Tout en courant, l'esprit de Chloé repassait sa tragédie. Elle était arrivée au manoir 3 mois plus tôt, désespérée, cachant sa maternité, car l'annonce d'emploi disait clairement « Recherche employé interne, sans charge familiale, disponibilité 24 juillet ». Elle n'avait personne à qui confier Enzo. Elle n'avait pas d'argent pour une crèche, alors elle avait fait l'impensable. Elle l'avait amené avec elle, le cachant comme s'il était un crime, transformant son fils en fantôme. Chloé arriva à la lisière des haies qui séparaient la zone de service du jardin principal. Et alors, elle l'entendit. Elle entendit la voix de Monsieur de Montaigu. Il ne donnait pas d'ordre, il hurlait. Et puis cette phrase qui lui glaça le sang. « Guéris-moi et je te donne ma fortune. » Chloé écarta les branches avec violence, sans se soucier des épines qui se plantaient dans ses mains gantées. Ce qu'elle vit la fit s'arrêter net, et le cri qu'elle contenait s'étrangla dans sa gorge, se transformant en une grimace d'horreur pure. La scène était terrifiante pour elle. L'homme le plus puissant et le plus aigri de la ville, le visage défiguré par la colère et les pleurs, tenait prisonnière la main de son petit Enzo. Son fils, son fragile et doux Enzo, était à la merci d'un homme qui haïssait le monde entier. « Enzo, non !» cria finalement Chloé, sortant de sa cachette et courant vers eux. Mais avant qu'elle ne puisse arriver, avant qu'elle ne puisse s'interposer pour recevoir le coup ou le renvoi qu'elle croyait imminent, elle vit quelque chose qui défiait toute logique. Elle vit son fils fermer les yeux avec force, vit les lèvres de l'enfant bouger dans une prière silencieuse et vit le corps de Monsieur de Montaigu se raidir, comme si une foudre invisible venait de frapper ce fauteuil roulant de haute technologie. Chloé s'arrêta à quelques mètres, portant ses mains à sa tête, tremblante. La peur de perdre son travail s'évanouit, remplacée par une peur bien plus primitive, la peur de l'inconnu, de ce qui se passait entre l'innocence absolue de son fils et le désespoir absolu de ce milliardaire. L'air autour d'eux sembla vibrer et Chloé sut, avec l'instinct d'une mère, que la vie telle qu'il la connaissait était sur le point de se briser en 1000 morceaux, pour le meilleur ou pour le pire. Le jardin, qui quelques secondes plus tôt avait été témoin d'un silence sépulcral rompu seulement par les cris du milliardaire, devint le théâtre d'un chaos émotionnel absolu. Chloé ne courut pas, elle vola. Ses pieds touchaient à peine le gravier de l'allée tandis qu'elle se lançait vers le fauteuil roulant, propulsée par une terreur qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Elle se fichait de son uniforme, de son emploi, de la prison. Elle ne voyait que la main large et veineuse de Monsieur de Montaigu serrant le poignet fragile d'Enzo. « Lâchez-le, pour l'amour de Dieu, lâchez-le !» Le cri de Chloé déchira l'air, aigu et désespéré. Elle arriva jusqu'à eux et se jeta au sol, non dans une révérence, mais dans un effondrement. Ses genoux heurtèrent les pierres blanches, déchirant ses bas et écorchant sa peau, mais la douleur physique était insignifiante. Les mains tremblantes, elle tenta de séparer les doigts du milliardaire du bras de son fils, agissant comme une lionne blessée défendant son petit. Jean-Pierre, étourdi par l'apparition soudaine de la femme qui lui servait le café tous les matins, relâcha sa prise par pur réflexe de surprise. Chloé profita de l'instant pour arracher Enzo de son côté, le serrant contre sa poitrine avec une telle force que l'enfant lâcha un petit gémissement d'étouffement. « C'est le mien, c'est mon fils », sanglota Chloé, le visage baigné de larmes, regardant Jean-Pierre depuis le sol avec un mélange de panique et de défi. « Ne lui faites pas de mal. Tuez-moi, renvoyez-moi, jetez-moi à la rue, mais ne le touchez pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Jean-Pierre resta paralysé dans son fauteuil. Son esprit, embrouillé par des années d'amertume et de médicaments, mit quelques secondes à traiter la scène. Il regarda la femme, cette employée silencieuse et efficace à qui il avait à peine adressé la parole en 3 mois, si ce n'est pour se plaindre de la température de la soupe. Et puis il regarda l'enfant. Le va-nu-pied du jardin avait les mêmes yeux que la servante. La compréhension se transforma rapidement en une fureur froide et calculatrice. Jean-Pierre essuya les larmes de son propre visage d'un geste brusque, récupérant le masque de tyran qu'il utilisait pour se protéger du monde. « Alors c'est ce que tu es, Chloé » dit Jean-Pierre, sa voix descendant dans un ton grave et dangereux, comme le grondement d'un tonnerre lointain. « Une menteuse.
Une escroc. Monsieur, s'il vous plaît. Chloé tremblait violemment, berçant la tête blonde d'Enzo contre son épaule. Je n'avais nulle part où aller. Personne ne me donnait du travail avec un enfant. Nous vivons dans la vieille dépendance. Nous ne dérangeons pas. Il ne sort jamais, il ne fait jamais de bruit. Il s'est échappé aujourd'hui. C'était un accident. Un accident. Interrompit Jean-Pierre en se penchant sur les accoudoirs de son fauteuil, projetant son ombre sur la mère et le fils. Tu as transformé ma propriété en un nid de rats. Tu as violé ma confiance. Tu as volé mes ressources. Et tu crois que pleurer te sauvera? Le milliardaire se sentait humilié. Quelques minutes plus tôt, il avait exposé son âme brisée devant un enfant inconnu. Il lui avait offert sa fortune dans un moment de faiblesse pathétique. Maintenant, il découvrait que cet ange sale n'était que le fils bâtard de sa bonne. La magie du moment se brisa, remplacée par le cynisme de toujours. Il se sentit stupide, il se sentit vulnérable, et Jean-Pierre de Montaigu détestait se sentir vulnérable. « Sortez d'ici !» brama Jean-Pierre, pointant le portail principal d'un doigt accusateur. « Je veux que tu prennes cet enfant crasseux et que tu disparaisses de ma vue avant que j'appelle la police pour violation de propriété. Tu es renvoyé. Et assure-toi que personne dans cette ville ne t'embauche à nouveau. » Chloé ferma les yeux, acceptant le coup. C'était la fin. Il retournerait à la rue, au froid, à la faim. Elle se prépara à se lever, vaincue, avec le poids du monde sur ses épaules. Mais Enzo ne bougea pas. L'enfant, qui était resté silencieux à observer la tempête de cris entre les adultes, se dégagea doucement de l'étreinte de sa mère. Chloé tenta de le retenir, chuchotant un « non » étouffé. Mais Enzo avait une détermination étrange, un calme qui n'appartenait pas à un enfant de 3 ans au milieu d'une crise. Enzo se tourna de nouveau vers l'homme dans le fauteuil. Il ne voyait pas le tyran. Il ne voyait pas le milliardaire qui venait de renvoyer sa mère. Il voyait l'homme qui pleurait. Il voyait la douleur. « Maman, attends » dit Enzo de sa voix douce, ignorant la tension mortelle de l'ambiance. L'enfant fit un pas vers Jean-Pierre. Le milliardaire, qui était sur le point de crier à nouveau pour appeler la sécurité, resta muet quand l'enfant s'approcha. Il y avait quelque chose dans la présence du petit, une aura de paix qui se heurtait violemment à la négativité du lieu. « Pourquoi tu cries, monsieur ?» demanda Enzo, se plantant juste devant les jambes inertes de Jean-Pierre. « Ma maman dit que ceux qui crient beaucoup, c'est parce qu'ils ont très peur à l'intérieur. » Jean-Pierre ouvrit la bouche pour l'insulter, mais les mots restèrent coincés. La vérité simple et brutale de l'enfant le désarma. Oui, il avait peur. Il avait une terreur absolue de mourir dans ce fauteuil, seul et aigri. « Ne t'approche pas » avertit Jean-Pierre, bien que sa voix n'ait plus la même force. « Je suis malade, petit. Je suis brisé, et ta mère va t'emmener loin d'ici, tout de suite. » Tu as dit. Enzo fronça les sourcils, se souvenant. « Tu as dit que si je te guérissais, tu me donnais ta maison. » Chloé lâcha un gémissement d'horreur. « Enzo, tais-toi. Allons-nous-en. » Jean-Pierre lâcha un rire sec, sans humour. « Ah, bien sûr, le marché. Écoute bien, petit illusionniste. C'était une blague, une plaisanterie cruelle. Personne ne peut me guérir. J'ai les meilleurs médecins du monde et tous ont échoué. Mes jambes sont de la viande morte, alors prends ton fantasme et va-t'en. L'argent n'achète pas les miracles. » Le contraste était brutal. L'homme vêtu d'un costume à plusieurs milliers d'euros, vaincu par la vie, face à l'enfant aux vêtements d'occasion qui semblait posséder une sagesse ancienne. Enzo secoua la tête lentement. « L'argent, non, » dit l'enfant, plongeant la main dans la poche de son pantalon sale pour en sortir une pierre lisse et commune qu'il avait trouvée près de la rivière. « Mais ma maman dit que si tu demandes fort, si tu demandes pour de vrai, papa bon Dieu écoute. » Jean-Pierre regarda la pierre dans la main de l'enfant comme si c'était un objet extraterrestre. « Dieu m'a abandonné il y a longtemps, gamin. S'il existait, il ne m'aurait pas laissé comme ça. Peut-être que tu ne l'écoutes pas parce que tu cries trop, » répondit Enzo avec une logique écrasante. Chloé, toujours à genoux, regardait son fils avec stupeur. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Il avait toujours été un enfant calme, observateur, mais à cet instant, il paraissait gigantesque.
Laisse-moi essayer, insista Enzo, remettant sa main sur le genou de Jean-Pierre. Non. Jean-Pierre tenta d'écarter sa jambe avec ses mains, puisque ses muscles ne répondaient pas, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce le désespoir final, la dernière cartouche d'un homme qui se noie. Peut-être qu'au fond de son âme noire, il voulait croire qu'il existait autre chose que des diagnostics et des actions en bourse. Fais ce que tu veux, murmura Jean-Pierre, se laissant retomber contre le dossier du fauteuil, fermant les yeux avec une fatigue infinie. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Le soleil commençait à descendre, teignant le ciel de nuances orange et pourpre, créant une atmosphère presque irréelle dans le jardin. Le vent souffla doucement, faisant bouger les feuilles des arbres comme si la nature elle-même retenait son souffle. Chloé restait au sol, les mains jointes sur la poitrine, incapable d'intervenir, sentant qu'elle assistait à quelque chose de sacré et d'effrayant en même temps. Enzo n'était pas pressé. Pour lui, ce n'était pas un spectacle, c'était une mission. Son petit esprit d'enfant ne comprenait rien au nerf sciatique ni aux lésions de la moelle épinière. Il comprenait le « bobo », la douleur, et la médecine magique que sa maman utilisait quand il s'écorchait les genoux. Amour et foi. L'enfant appuya ses deux mains sur le genou droit de Jean-Pierre. Ses paumes étaient chaudes, sales de terre et pleines de vie. Elles contrastaient violemment avec le tissu froid et parfait du pantalon. « Ferme les yeux, monsieur », ordonna Enzo avec douceur. Jean-Pierre, vaincu par une fatigue qui allait au-delà du physique, obéit. Il garda les yeux fermés, s'attendant à ressentir la déception habituelle, attendant que les minutes passent pour ensuite ouvrir les yeux, voir que rien n'avait changé et jeter cette famille à la rue pour retourner à sa misère solitaire. « Papa bon Dieu », commença Enzo. Il ne criait pas, il n'utilisait pas de mots grandiloquents comme les prêtres que Jean-Pierre avait connus aux enterrements de ses associés. Il parlait comme si Dieu était assis sur le banc d'à côté. Ce monsieur est très triste. Il a beaucoup de colère dans le ventre et ses jambes dorment. Jean-Pierre sentit une pointe dans sa poitrine en entendant la description, colère dans le ventre. Quel diagnostic précis. Il dit que tu ne l'écoutes pas. Mais moi je sais que si. Maman dit que tu aimes tout le monde, même les messieurs qui crient. S'il te plaît, réveille ses jambes. Il veut courir. Il veut jouer. Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux ne chantaient plus. Chloé pleurait en silence. Ses larmes tombaient au sol, arrosant la terre sèche. Jean-Pierre, les yeux fermés, sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas dans les jambes, c'était dans le cœur. La voix de l'enfant, si pure, si dénuée d'intérêt ou de malice, brisait les couches de glace qui avaient couvert son âme pendant des années. Pour la première fois depuis des décennies, Jean-Pierre ne pensait ni à l'argent, ni à la vengeance, ni à sa réputation. Il écoutait simplement. Et maintenant la magie, chuchota Enzo. L'enfant se pencha et embrassa le genou du pantalon, un baiser sonore, humide, enfantin, et puis il commença à chantonner la comptine universelle des mères, la mélodie qui a guéri des millions de blessures imaginaires et réelles à travers les siècles. Guéris, guéris, petit bobo. Si tu ne guéris pas maintenant, tu guériras bientôt. Jean-Pierre voulut rire, voulut ouvrir les yeux et se moquer de cette stupidité. Une comptine. C'était ça le grand remède. C'était ça le miracle pour lequel il avait offert sa fortune. L'amertume tenta de remonter dans sa gorge à nouveau. Quel ridicule, pensa-t-il. Je suis Jean-Pierre de Montaigu et je laisse un enfant me chanter des chansons de crèche. Mais Enzo ne s'arrêta pas. Guéris, guéris, petit bobo, répéta l'enfant. Mais cette fois, sa voix changea. Elle ne sonnait plus seulement douce, elle sonnait puissante, vibrante. Chloé leva la tête. Elle sentit que l'air se chargeait d'électricité statique. Les poils de ses bras se hérissèrent. Elle regarda son fils et crut voir, pendant une fraction de seconde, que la lumière du couchant ne venait pas d'en face, mais qu'elle émanait de lui. Jean-Pierre le sentit aussi. Son envie de raillerie s'évanouit. Sous les mains de l'enfant, la chaleur avait cessé d'être une simple température corporelle. Elle se transformait en une ardeur, une chaleur intense focalisée qui commençait à pénétrer le tissu, la peau, le muscle atrophié. « Monsieur, tu dois croire », murmura Enzo, appuyant plus fort, plantant ses petits doigts dans la jambe immobile. « Tu dois lâcher la colère pour que la lumière entre. Lâche-la. » Jean-Pierre commença à respirer avec agitation.
des images de sa vie défilèrent dans son esprit. Le jour où il avait viré son frère de l'entreprise, le jour où sa femme l'avait quitté parce qu'il était accro au travail, le jour de l'accident quand il conduisait à une vitesse excessive, se croyant immortel. Toute cette culpabilité, tout ce venin. Je ne peux pas, gémit Jean-Pierre les yeux encore fermés, suant froid. Il est trop tard pour moi. Ce n'est pas trop tard, insista l'enfant. Donne-la-moi, donne-moi ta tristesse. Je suis fort. Enzo ferma les yeux avec force. Son visage se contracta dans un geste d'effort suprême, comme s'il soulevait un poids physique énorme. Il recommença à prier, mais maintenant dans un chuchotement rapide, urgent, mélangeant le Notre Père avec ses propres mots d'enfant. Réveille-toi, ordonnait l'enfant aux jambes. Ce fut alors que survint le premier spasme. Jean-Pierre ouvrit les yeux brusquement, exorbité. Il avait senti quelque chose. Pas une douleur, pas un toucher externe. Il avait senti un tiraillement interne, un câble se connectant dans l'obscurité de sa moelle. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Demanda Jean-Pierre d'une voix tremblante, fixant ses propres jambes. Ne t'arrête pas, Enzo, murmura Chloé, comprenant qu'ils étaient au seuil de l'impossible. Ne t'arrête pas, mon fils. L'enfant n'écoutait personne. Il était en transe. La chaleur dans ses mains devint insupportable pour Jean-Pierre, comme si on lui avait posé des plaques d'acier chauffées au rouge sur les genoux, mais il ne demanda pas d'arrêter. Au contraire, cette douleur était la sensation la plus exquise qu'il ait eue depuis des années, car elle signifiait la vie. Guéri! Cria Enzo une dernière fois d'une voix qui sembla résonner sur les murs du manoir. Et à cet instant, le ciel sembla s'ouvrir. Une rafale de vent secoua les arbres avec violence. Les nuages cachèrent le soleil, plongeant le jardin dans une pénombre soudaine. Et l'énergie accumulée entre la foi inébranlable de l'enfant et le besoin désespéré de l'homme atteignit son point critique. Jean-Pierre sentit l'air lui manquer, le monde tournait, et quelque chose dans sa colonne vertébrale, quelque chose de dur et sec comme une branche morte, était sur le point de se briser pour renaître. Le test de foi était terminé. Le miracle était sur le point d'éclater. Le cri enfantin de guérison ne s'évanouit pas dans le vent, au contraire, il sembla agir comme un détonateur sur une charge de dynamite qui dormait à la base de la colonne vertébrale de Monsieur de Montaigu. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence absolu, un vide dans l'univers où le temps cessa d'exister. Et alors, tout explosa. Ce ne fut pas un chatouillement, ce ne fut pas une sensation douce de retour à la vie, ce fut de la violence pure. Un coup de fouet de feu liquide, blanc et brûlant, parcourut le système nerveux de Jean-Pierre de la taille jusqu'à la pointe des pieds. C'était comme si 1000 aiguilles d'acier chauffées à blanc étaient plantées simultanément dans chaque centimètre de ses jambes mortes. Les nerfs, atrophiés et secs depuis des années, se réveillèrent d'un coup, saturés par une surcharge de stimuli que le cerveau du milliardaire ne pouvait traiter. Le hurlement qui sortit de la gorge de Jean-Pierre fut inhumain. Ce fut un son guttural, primitif, le hurlement d'un animal blessé à mort. Son corps s'arqua violemment dans le fauteuil roulant, convulsant avec une telle force que la structure en fibre de carbone craqua sous son poids. Ses mains s'agrippèrent aux accoudoirs avec une pression si brutale que ses jointures devinrent blanches comme l'os et les veines de son cou enflèrent au point d'éclater. Chloé, qui observait la scène à quelques mètres de distance, sentit son cœur s'arrêter. L'image devant ses yeux était la définition même de la terreur. Elle voyait son fils, petit et fragile, les mains collées aux jambes du patron, et elle voyait l'homme le plus puissant de la région se tordre dans une agonie épouvantable, hurlant comme si on le brûlait vif. Dans l'esprit terrorisé de Chloé, la logique du miracle n'existait pas, seul existait le désastre. Enzo l'a blessé, pensa-t-elle avec horreur. Mon fils a fait quelque chose de terrible, il lui a cassé quelque chose, il lui a causé un infarctus. La vision de la prison, de la police emmenant son enfant, de Jean-Pierre mourant par leur faute, la frappa avec la force d'un tsunami. Non, Enzo, lâche-le! Cria Chloé, portant ses mains à sa tête dans un geste de désespoir absolu, les yeux exorbités, la bouche ouverte dans une grimace de panique figée. C'était l'image vivante de la tragédie. La mère voyant la fin de son monde. Mais Enzo ne lâchait pas. L'enfant était en transe, les yeux fermés fort, suant à grosses gouttes, vibrant de la même énergie qu'il transmettait. Il semblait ancré à la terre, servant de conduit pour une force qui le dépassait. Ça brûle, ça brûle. Bramait Jean-Pierre, les larmes jaillissant de ses yeux, non par tristesse,
mais par l'intensité insupportable de la douleur physique. Il sentait ses os se briser et se ressouder en quelques secondes. Il sentait le sang, épais et chaud, forcer son chemin à travers des veines effondrées, brisant les obstructions, réclamant le territoire perdu. La douleur était si intense que la vision de Jean-Pierre se teinta de rouge. Dans son délire, il pensa que l'enfant était un démon, que c'était un châtiment final, une torture avant la mort. Il tenta de pousser Enzo. Il tenta de le frapper pour qu'il arrête, mais ses bras ne lui obéissaient pas. Ils étaient paralysés par le spasme de la douleur. Il ne pouvait que crier, pleurer et se tordre tandis que le courant électrique continuait de frire ses circuits endormis. « S'il vous plaît, assez !» supplia Chloé en tombant à genoux, rampant vers eux. « Vous allez le tuer, monsieur. Pardonnez-le. » Le vent soufflait avec furie autour d'eux, soulevant des tourbillons de feuilles sèches et de poussière qui enveloppaient la scène dans une brume chaotique. Les oiseaux fuyaient les arbres, effrayés par les cris. Aux fenêtres du manoir, les rideaux bougèrent. Le personnel domestique, attiré par les hurlements, observait depuis la sécurité de la maison, horrifié, pensant que le vieux fou avait finalement perdu la raison ou qu'il subissait une attaque fatale. Mais à l'épicentre de la tempête, l'enfant restait là, inamovible, chuchotant avec une vitesse fébrile. « Sors le mauvais, entre le bon. Sors le mauvais, entre le bon. » Soudain, un dernier spasme secoua le corps de Jean-Pierre, si violent que le fauteuil roulant s'inclina dangereusement vers l'arrière, manquant de se renverser. Chloé cria de nouveau, se couvrant les yeux, incapable de voir la fin fatale. Et alors, aussi brutalement qu'il avait commencé, le courant cessa, le feu s'éteignit, l'éclair disparut. Jean-Pierre s'effondra contre le dossier du fauteuil, haletant, la poitrine se soulevant et s'abaissant frénétiquement, trempé d'une sueur froide qui imbibait sa chemise de soie. Sa tête tomba en avant, pendante, sans force. Le silence revint au jardin. Un silence lourd, dense, chargé d'ozone et de peur. Enzo retira ses mains lentement. L'enfant aussi semblait épuisé. Il tituba un peu, étourdi, et s'assit d'un coup sur le gravier, regardant ses propres paumes avec curiosité, comme si elles ne lui appartenaient pas. Chloé, tremblant de manière incontrôlable, rampa jusqu'à son fils et l'enveloppa dans ses bras, le protégeant de son corps, attendant les cris, attendant les coups, attendant la sirène de la police. « C'est fini, mon amour, c'est fini », chuchotait-elle en pleurant sur les cheveux sales de l'enfant. « Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû. » Jean-Pierre ne bougeait pas. On n'entendait que sa respiration rauque, râpeuse. Il ressemblait à un cadavre sur son trône. Chloé leva les yeux, terrorisée, craignant qu'il ne soit mort. « Monsieur » dit-elle d'un filet de voix. « Monsieur de Montaigu. » Le milliardaire ne répondit pas immédiatement. Il gardait la tête basse, le menton collé à la poitrine. Ses mains, qui à instant plus tôt serraient les accoudoirs avec une furie meurtrière, pendaient maintenant, molles, sur les côtés. Chloé sentit le froid de la mort lui frôler la nuque. S'il était mort du choc, elle irait en prison à vie. Son fils finirait dans un orphelinat du système. Tout était fini. « Pardonnez-nous » éclata Chloé dans un sanglot hystérique, serrant Enzo si fort qu'elle lui faisait mal. « N'appelez personne, s'il vous plaît. Nous partirons tout de suite. Nous disparaîtrons. Personne ne saura que nous étions ici. Je jure sur ma vie que c'était un accident. » Jean-Pierre lâcha un grognement, puis une toux sèche. Lentement, très lentement, il leva la tête. Son visage était méconnaissable. Le masque d'amertume, les rides de haine qui avaient défini ses traits pendant des années semblaient s'être adoucis, effacés par l'impact de la douleur récente. Ses yeux étaient grands ouverts, vitreux, fixés sur un point au sol devant ses pieds. Il ne regardait pas Chloé, il ne regardait pas Enzo, il regardait ses chaussures en cuir italien, ses chaussures hors de prix qui restaient toujours immaculées parce qu'elles ne touchaient jamais le sol pour marcher. « Tais-toi » murmura Jean-Pierre. Sa voix n'avait pas de colère, elle avait de la stupeur, elle avait de la peur. « Nous partons, monsieur. » Je le jure, continua de supplier Chloé, mal interprétant son silence. « J'ai dit, tais-toi » cria Jean-Pierre, mais cette fois il y avait une urgence différente dans son ton. Ce n'était pas un ordre de patron à servante, c'était une demande désespérée de concentration. « Tais-toi et regarde. » Chloé obéit, ravalant ses sanglots.
Elle suivit le regard du milliardaire vers ses pieds immobiles. Le jardin était silencieux. Enzo, épuisé, suçait son pouce, observant avec calme. Jean-Pierre ferma les yeux et fronça les sourcils, concentrant toute sa volonté, toute son énergie mentale, tout son être, dans un seul ordre envoyé depuis son cerveau vers l'extrémité droite. Pendant des années, cet ordre avait voyagé sur une route coupée, se perdant dans l'abîme de sa lésion médulaire. Mais maintenant la route brûlait, elle faisait encore mal. Le feu avait laissé des braises. Bouge, murmura Jean-Pierre entre ses dents, en sueur. Bouge, bon sang. Chloé retint sa respiration. Une seconde passa, 2 secondes, 3. Et alors cela arriva. La chaussure droite de Jean-Pierre, ce cuir brillant et parfait, glissa. Ce fut un mouvement maladroit, un spasme latéral d'à peine 2 cm sur le repose-pied du fauteuil. Un mouvement laid, désordonné, mais c'était un mouvement. Chloé lâcha un cri étouffé, portant ses mains à sa bouche. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle. Jean-Pierre ouvrit les yeux brusquement et regarda son pied comme s'il s'agissait d'un miracle biblique. Ce n'avait pas été le vent, ce n'avait pas été un spasme involontaire. Il l'avait ordonné et son corps, pour la première fois en 5 ans, avait obéi. Je l'ai senti. La voix de Jean-Pierre se brisa, devenant aiguë, enfantine. Je l'ai senti. J'ai senti le frottement du cuir. J'ai senti le gros orteil heurter le bout de la chaussure. Il regarda Chloé et, pour la première fois, il la vit vraiment. Il ne vit pas l'employé de maison, il vit le témoin de sa résurrection. « Tu l'as vu ?» demanda Jean-Pierre, des larmes fraîches courant sur ses joues, se mêlant à la sueur. « Dis-moi que tu l'as vu, femme. Dis-moi que je ne suis pas faux. »« Je l'ai vu, monsieur, » répondit Chloé pleurant aussi, mais maintenant d'une émotion indéchiffrable. « Votre pied a bougé. Vous l'avez bougé. » Jean-Pierre lâcha un éclat de rire, un rire qui commença bas et finit par se transformer en un pleur convulsif de joie et de choc. Il se pencha en avant et, de ses mains tremblantes, saisit sa jambe droite, la pinçant avec force. « Aïe !» cria-t-il, puis il rit plus fort. « J'ai mal. Je sens le pincement, je sens la douleur. Béni soit la douleur. » Il se tourna vers Enzo. L'enfant le regardait avec un sourire fatigué mais satisfait. « Je te l'ai dit, » murmura le petit. « Papa bon Dieu écoute. » Il fallait juste déboucher l'oreille. Jean-Pierre resta glacé, regardant l'enfant. L'ampleur de ce qui venait de se passer tomba sur lui comme une dalle de granit. Il avait défié le ciel. Il avait mis au défi un enfant mendiant. Il avait offert sa fortune avec sarcasme et l'enfant avait tenu parole. Le milliardaire se laissa retomber en arrière dans son fauteuil. Submergé. Il regarda le ciel qui commençait à se dégager, laissant passer un rayon de soleil qui illumina directement le visage sale d'Enzo. « Chloé » dit Jean-Pierre d'une voix qui sonnait étrangement calme, la calme après la bataille. « Oui, monsieur. » « Lève-toi du sol et relève-moi, lui, ton fils. » Chloé se mit debout, aidant Enzo, lui époussetant les genoux de ses mains tremblantes. Elle avait encore peur. Le miracle avait eu lieu, oui, mais Jean-Pierre restait Jean-Pierre et elle restait la bonne qui avait enfreint les règles. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, monsieur ? demanda-t-elle craintivement. Vous allez nous renvoyer ? Jean-Pierre baissa le regard vers ses jambes, qui fourmillaient maintenant d'une sensation constante de bruit blanc, un signal inéquivoque de reconnexion nerveuse. Puis il regarda le manoir, cette structure géante et vide qui avait été son mausolée. Il se souvint de ces mots exacts, « Guéris-moi et je te donne ma fortune ». C'était un homme d'affaires, un homme de parole, même si sa parole avait souvent été cruelle. Mais ceci était différent. C'était le contrat le plus important de sa vie. Te renvoyer ? Jean-Pierre secoua lentement la tête, une ombre de sourire traversant son visage. Non, Chloé, je ne peux pas te renvoyer. Le milliardaire tendit la main vers Enzo, non avec fureur cette fois, mais avec une révérence implicite. Approche, bonhomme, demanda-t-il. Enzo s'approcha sans hésiter. Jean-Pierre prit la petite main sale entre les siennes, ses mains à la manucure parfaite tenant la main d'un enfant qui vivait dans une cabane. Tu as rempli ta part du marché, dit Jean-Pierre, regardant l'enfant dans les yeux avec une intensité féroce.
Maintenant, c'est à moi. Je ne comprends pas, balbutia Chloé. J'ai dit que je donnerais ma fortune à qui me guérirait. Jean-Pierre haussa la voix, récupérant son autorité, mais dirigé vers un nouveau but. Et cet enfant, ce petit va-nu-pied comme je l'ai appelé, a fait ce que la science n'a pas pu faire. Jean-Pierre regarda fixement Chloé. Fini les haillons, Chloé. Fini la cabane du jardin. Fini la peur. Aide-moi à rentrer dans la maison. Je dois appeler mes avocats. Je dois appeler mes médecins. Et toi, tu vas demander au chef de préparer le dîner. Le dîner pour vous, monsieur? Non, corrigea Jean-Pierre en séchant une dernière larme. Le dîner pour nous. Mets 3 couverts à la table principale et fais préparer la suite azur pour Enzo dès ce soir. Personne qui m'a rendu la vie ne dormira plus jamais par terre. Chloé se couvrit la bouche, étouffant un sanglot d'incrédulité. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste un enfant. Non, Chloé. L'interrompit Jean-Pierre, regardant son pied droit qui bougeait à nouveau, cette fois avec un peu plus de force. Ce n'est pas juste un enfant. C'est le fils que je n'ai jamais eu. Et aujourd'hui, il m'a sauvé. Jean-Pierre fit pivoter son fauteuil vers la rampe d'accès, ses mouvements pleins d'une énergie nouvelle. Allons-y. Le monde doit savoir que Jean-Pierre de Montaigu est de retour et qu'il a une dette à payer. Tandis qu'ils avançaient vers le manoir, le soleil se coucha complètement. Mais pour eux trois, le jour commençait à peine. La barrière entre le patron et la servante s'était dissoute dans l'acide de la douleur et la gloire du miracle, laissant place à quelque chose de bien plus complexe et dangereux, l'espoir. La salle à manger principale du domaine de Montaigu était un monument à la solitude. Une table d'acajou, assez longue pour asseoir 20 convives, s'étendait sous un lustre en cristal de baccarat qui coûtait plus cher que la maison où Chloé avait grandi. Pendant des années, cette table n'avait connu que le son d'un unique jeu de couverts en argent frappant doucement la porcelaine, accompagné par le tic-tac d'une horloge comptoise marquant les secondes d'une vie vide. Mais ce soir-là, le protocole sacré de la maison vola en éclats. Monsieur. La voix de Bernard, le majordome, tremblait légèrement, chose inouïe en 30 ans de service. Êtes-vous sûr que vous désirez qu'il s'assoie ici? La cuisine de service est parfaitement équipée pour le personnel. Jean-Pierre, assis en bout de table dans son fauteuil roulant, débarrassé des traces de terre du jardin mais vibrant encore de l'énergie résiduelle du miracle, frappa la table du poing. Le bruit fit sursauter Chloé qui restait debout près de la porte, Enzo accroché à sa jupe, tous deux regardant le luxe du salon comme s'ils entraient dans un vaisseau spatial. Bernard, dit Jean-Pierre d'une voix tranquille mais chargée d'acier. Si tu suggères encore une fois que mes invités mangent à la cuisine, c'est toi qui dîneras dans le jardin avec les chiens. Me suis-je bien fait comprendre? Le majordome pâlit, fit une révérence rigide et tira la chaise à la droite du patron. Fort et clair, monsieur. Excusez mon impertinence. Asseyez-vous, ordonna Jean-Pierre en adoucissant son regard en s'adressant à Chloé. S'il vous plaît. Chloé avança à pas incertains. Elle avait l'impression de profaner un temple. Son uniforme bleu d'employé contrastait douloureusement avec le tapissage de soie des chaises. Elle souleva Enzo et l'assit. L'enfant, étranger aux tensions sociales et aux barrières de classe, regarda les couverts brillants avec fascination et saisit une cuillère en argent comme si c'était un jouet, reflétant son visage sale dans le métal poli. Jean-Pierre les observa. Il vit les taches de boue sur le t-shirt de l'enfant contre la blancheur immaculée de la nappe. En d'autres temps, cette vision lui aurait provoqué nausée et fureur. Il aurait hurlé pour le manque d'hygiène, pour le manque de respect envers ses possessions. Mais maintenant, en regardant cette saleté, il ne ressentait qu'une profonde honte. Pas honte de l'enfant, mais honte de lui-même. J'ai des serviettes qui valent 500 €, pensa Jean-Pierre, sentant un nœud dans la gorge. Et l'enfant qui a réveillé mes jambes n'a même pas de chaussures décentes. L'opulence de sa salle à manger lui parut soudain grotesque, une insulte à la réalité de la vie qu'Enzo représentait. Le dîner arriva. Ce n'était pas la soupe légère que Jean-Pierre avait l'habitude de prendre. Il avait ordonné un festin. Coq au vin, purée de pommes de terre crémeuses, légumes sautés, fromages affinés, fruits frais. De la vraie nourriture, de la nourriture de foyer. Mange, Enzo, dit Jean-Pierre, ignorant sa propre assiette. Mange tout ce que tu veux. L'enfant n'attendit pas une seconde invitation.
Il mangea avec les mains, avec avidité, avec la faim accumulée de semaines à vivre de reste et de chute. Chloé tenta de le corriger, lui chuchotant d'utiliser la serviette, mais Jean-Pierre leva une main pour l'arrêter. « Laisse-le, Chloé, qu'il profite. Il y aura du temps pour l'étiquette. Aujourd'hui, nous célébrons la vie. » Chloé toucha à peine à son assiette. Elle était trop nerveuse. Elle regardait Jean-Pierre du coin de l'œil, attendant qu'à tout moment le sortilège se rompe, qu'il se réveille de ce rêve et redevienne le tyran de toujours. Mais chaque fois que Jean-Pierre regardait Enzo, ses yeux s'emplissaient de larmes. De temps en temps, le milliardaire bougeait le pied droit sous la table, un mouvement petit, presque imperceptible, juste pour s'assurer que c'était toujours réel. Et chaque fois qu'il le sentait, il souriait. Un sourire authentique que Chloé ne lui connaissait pas. À la fin du dîner, Jean-Pierre appela Bernard de nouveau. « Prépare la suite Azur. »« La suite Azur, monsieur ?» Bernard cligna des yeux. « Mais c'est la chambre réservée à la royauté ou aux associés majoritaires. C'est la meilleure chambre d'amis de la maison. » « Je sais, » coupa Jean-Pierre. « Elle a la meilleure vue sur le jardin. Je veux que Chloé et Enzo dorment là, et je veux que tu appelles la couturière exclusive de la ville, celle qui servait mon ex-femme. Dis-lui de venir demain à la première heure, qu'elle apporte tout. Vêtements d'enfants, vêtements de femmes, tout. »« Monsieur, j'ai mon uniforme, » tenta de protester Chloé, accablée. « Cet uniforme va à la poubelle dès demain, » sentença Jean-Pierre. « Tu n'es pas une employée de plus, Chloé. Tu es la mère de mon sauveur. Et tant qu'ils vivront sous mon toit, ils s'habilleront comme le mérite la famille. » La nuit tomba sur le manoir. Chloé se retrouva debout au milieu de la suite Azur, une pièce plus grande que toute la maison où elle avait vécu avec son défunt mari. Le lit avait des draps en coton égyptien de Memphis. Il y avait des jouets anciens en bois posés sur un tapis persan, sauvés par la gouvernante de quelques greniers oubliés. Elle emmena Enzo à la salle de bain. C'était une salle de bain en marbre avec une baignoire à remous. Quand elle plongea l'enfant dans l'eau chaude et parfumée, l'eau se teinta de brun presque instantanément, lavant la terre de la cabane, la crasse de la cachette. Chloé frotta la peau de son fils avec une éponge douce, pleurant en silence. Elle lavait la pauvreté, elle lui enlevait la marque de la misère. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Enzo en jouant avec la mousse. « Parce que nous sommes propres, mon amour, » répondit-elle en embrassant son front humide. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, nous allons dormir sans peur. » Pendant ce temps, dans sa chambre principale, Jean-Pierre ne pouvait pas dormir. Il était allongé dans l'obscurité, regardant le plafond. La douleur dans ses jambes était constante, un fourmillement électrique gênant qui ne le laissait pas se reposer, mais pour lui, c'était la chanson la plus douce du monde. Il essaya de bouger les orteils, 1, 2, 3 fois. Il répondait, lent, maladroit, comme s'ils étaient rouillés, mais il répondait. Il prit le téléphone de sa table de chevet, composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Allô ?» répondit une voix endormie à l'autre bout. C'était le docteur Olivier, son médecin personnel et ami d'enfance, qu'il avait insulté et renvoyé des mois auparavant. « Olivier, c'est moi, Jean-Pierre. »« Jean-Pierre ? Il est 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? » ?»« Je ne vais pas bien, Olivier. »« Je suis vivant, » dit Jean-Pierre, la voix brisée par l'émotion. « J'ai besoin que tu viennes demain. Apporte l'équipement de rééducation, apporte tout. Je vais marcher. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Jean-Pierre, nous avons déjà parlé de ça. Ne te fais pas de faux espoirs. Ce ne sont pas des espoirs, Olivier. Aujourd'hui j'ai bougé le pied. Aujourd'hui j'ai senti la douleur. Demain on commence, et je n'accepterai pas un non comme réponse. » Il raccrocha le téléphone, se tourna vers la fenêtre d'où il pouvait voir la lumière allumée de la suite Azur reflétée dans le jardin. « Merci, petit, » chuchota Théil à la nuit. « Merci. » La transformation du domaine de Montaigu ne fut pas seulement physique, elle fut atmosphérique. Durant la semaine suivante, la maison, qui avait l'habitude d'être un mausolée silencieux, s'emplit de bruit. Bruit d'efforts, bruit de cris, et bruit de rires enfantins. Le gymnase privé de Jean-Pierre, une salle de haute technologie avec vue panoramique qui accumulait la poussière, devint une chambre de torture volontaire. « Allez, Jean-Pierre, pousse.
criait le docteur Olivier en soutenant les jambes du milliardaire tandis que celui-ci essayait de soulever du poids avec ses chevilles. Jean-Pierre était trempé de sueur. Son visage était rouge par l'effort, les veines de son cou marquées. Chaque mouvement était une bataille contre des années d'atrophie. Les nerfs, fraîchement réveillés, envoyaient des signaux confus, brûlures, piqûres, crampes soudaines qui le faisaient crier. « Je ne peux pas. » Ah ! Cria Jean-Pierre, se laissant retomber en arrière sur le tapis, haletant comme un poisson hors de l'eau. Ça fait trop mal. C'est comme si j'avais du verre pilé dans les genoux. C'est suffisant pour aujourd'hui, dit le médecin inquiet en s'essuyant le front. Jean-Pierre, tu vas trop vite. Ton corps n'est pas prêt pour ce rythme. Nous avons besoin de repos. Non. Brama Jean-Pierre en essayant de se redresser. Je ne vais pas me reposer. J'ai perdu 5 ans assis dans ce fauteuil. Je ne perdrai pas une minute de plus. Mais son corps ne répondait pas à sa volonté de faire. Ses muscles tremblaient de façon incontrôlable. La frustration, cette vieille amie sombre, commença à ramper de nouveau dans son esprit. Peut-être n'était-ce qu'un spasme temporaire? Peut-être que l'enfant n'a rien fait, et que c'est le chant du cygne avant la paralysie totale? La peur de l'échec le paralysa plus que la lésion. C'est alors qu'il sentit une serviette douce lui sécher le visage. Il ouvrit les yeux. Ce n'était ni le médecin ni l'infirmière, c'était Enzo. L'enfant était vêtu de vêtements neufs, un ensemble sportif bleu marine de marque qui lui allait un peu grand et des baskets blanches impeccables qui brillaient sous les lumières du gymnase. Il avait l'air en bonne santé, propre, bien que ses cheveux gardent cet épi rebelle qu'aucun peigne ne pouvait dompter. « Bois de l'eau, monsieur Jean-Pierre, » dit Enzo, lui offrant une bouteille de ses petites mains. Jean-Pierre prit la bouteille, buvant avec avidité. Il regarda l'enfant. Enzo ne le regardait pas avec pitié, comme le médecin. Il le regardait avec attente, comme s'il attendait de voir un tour de magie. « C'est très difficile, Enzo, » admit Jean-Pierre, sa voix perdant sa bravoure. « Ça fait très mal. »« Maman dit que les bonnes choses coûtent, » répondit l'enfant en s'asseyant par terre à côté du tapis, les jambes croisées. « Quand j'ai appris à marcher, je suis tombé plein de fois. Je me suis cassé la lèvre, j'ai pleuré, mais maman m'a dit.